Starter Productions vous présente une histoire inspirante. L'échec met en déroute les perdants et inspire les gagnants. Directeur logistique dans l'une des plus grosses entreprises du pays, team manager dans le staff du Sélé National, qui est l'équipe officielle de football de la République de Guinée. Aujourd'hui, on reçoit Mehdi Saad, un Guinéen d'origine libanaise. À tout de suite pour découvrir son parcours dans votre podcast Une histoire inspirante, le podcast où on raconte l'histoire de personnes inspirantes. Ce contenu vous est proposé grâce à notre partenaire Mouna Group Technologies. Sur le chemin de la réussite, chaque individu rencontre des moments d'incertitude, de crainte, de difficulté, de moments de doute et de nuits sans sommeil. Cependant, au cœur de cette obscurité, une lueur d'espoir émerge. Une lueur portée par ceux qui ont osé persévérer et bâti quelque chose de solide. Dans cette émission, nous vous dévoilerons des histoires inspirantes de personnes exceptionnelles. Attachez vos ceintures et suivez-nous. Salam Mehdi, comment est-ce que tu vas ? Bien et toi ? Ça va tranquillement. Bienvenue dans ce podcast, Une histoire inspirante. Ici, c'est un podcast où, comme je t'expliquais, on invite des gens comme toi qui ont un parcours assez inspirant, qui ont construit quelque chose dans leur vie. Ça peut être des dirigeants d'entreprise, des dirigeants associatifs, des gens qui ont un gros poste dans une entreprise. Toi, en l'occurrence, pour ton cas, c'est cette partie-là. Alors, tu es directeur logistique chez UMS. UMS, c'est l'une des plus grosses entreprises en Guinée. Tu fais partie du staff du Sélé National. Dernièrement, vous avez participé à la dernière Coupe d'Afrique où, franchement, vous avez fait rêver le pays. Je crois qu'on a rarement vu ça, carrément, une telle ferveur en Guinée et tout. Et en parallèle de ça, bon, on en parlera après, ça à la fin. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais te présenter et plus en détail toi-même ? Déjà, merci de me recevoir. Je suis plutôt habitué à être derrière les caméras, dans l'ombre, et tu me donnes l'occasion un peu de m'exprimer, c'est gentil de ta part. Mais écoute, pour me présenter, je m'appelle Mehdi Saad, comme tu l'as dit, je suis directeur logistique à UMS, je suis aussi le team manager de l'équipe nationale. Je suis libanais d'origine, mais je suis né et j'ai grandi en Guinée. J'ai fait tout mon parcours en Guinée jusqu'au bac, avec une petite parenthèse au Sénégal étant petit. Et par la suite, je suis allé étudier au Canada. Donc j'ai fait un bachelor en économie, j'ai eu aussi un certificat en gestion de la chaîne logistique à HEC Montréal. Et depuis 2016, je suis rentré en Guinée. Ok. Nous, dans ce podcast-là, on aime bien voir la finalité que tu as eue, mais l'objectif, c'est surtout de comprendre comment tu es arrivé pour que ça puisse inspirer les jeunes et pour que d'autres, ça soit des conseils de vie au niveau des erreurs que tu as pu faire et tout. Donc la première question que j'aimerais savoir, moi, c'est dans quel environnement familial tu as grandi ? Alors, je suis né d'une petite famille. J'ai une grande sœur. Alors, mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune. Mais je viens d'une famille qui est en Afrique depuis 3 générations. Alors, ma mère est née au Sénégal, ma sœur est née au Sénégal, mon grand-père est né au Sénégal, mon père est né en Côte d'Ivoire. Je suis le premier de la famille à être né en Guinée. Mes enfants ne sont pas forcément nés en Guinée, mais ils grandissent en Guinée, donc je les considère aussi comme moi, comme des Guinéens. Pour être honnête avec toi, j'ai grandi dans une famille modeste. On a manqué de rien, mais on n'était pas non plus issu d'une classe très huppée. J'ai étudié au lycée français ici en Guinée, au lycée Albert Camus. Donc en gros, c'est ça, c'est une petite famille, parents divorcés, très jeunes, une mère qui s'est battue toute sa vie pour nous donner le minimum, enfin le nécessaire, c'est-à-dire l'éducation. Un père qui a fait aussi son petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, c'est à moi de prendre le relais. Ok. En ce moment, on a le cas beaucoup en France avec la montée de l'extrême droite et tout. Et moi, j'aime souvent le dire aux gens qui m'entourent et tout. À chaque fois, les gens, ils se plaignent en disant... Bon, ils ont raison, hein, mais de se dire... ouais, l'extrême droite veut virer les étrangers et tout. Mais nous-mêmes, dans nos pays, souvent, quand on a des gens d'autres générations qui viennent, ils ont du mal à s'intégrer parce qu'on est très sur le côté guinéen depuis plusieurs générations. Or qu'on peut se sentir guinéen sans vraiment être là depuis 3-4 générations. Est-ce que vous avez eu des difficultés, par exemple, à grandir en Guinée ? Est-ce que tu as ressenti cette différence ? Oui, on le ressent de temps en temps face à certaines situations. Mais j'estime que l'histoire des Libanais en Afrique, elle est différente de celle des Français ou des autres nationalités. Parce que la particularité des Libanais, c'est qu'on s'intègre assez facilement. On comprend la langue, on la parle, on comprend la culture, les coutumes.
il y a beaucoup de mélanges, beaucoup de Libanais qui sont mariés à des Guinéennes, donc c'est historique. Par contre, c'est vrai que dans certaines situations, j'allais dire des Guinéens d'origine choisissent un raccourci qui parfois n'est pas le plus adapté et vous rappelle un peu à vos origines. Surtout quand il y a un débat de compétences, de réussite. Tu m'excuseras, mais le médiocre, quand il veut tirer les autres vers le bas, il te rappelle tes origines. C'est un peu ce qui se passe en Europe. Lorsque tu es africain, lorsque tu es arabe, lorsque tu es musulman, on te rappelle tes origines, tout simplement parce que, comme si tu n'avais pas droit à la réussite. Mais ici, parfois, c'est un peu le même combat, avec moins d'agressivité, c'est plus rare, c'est moins répandu qu'en Europe, mais je le ressens de temps en temps, oui, c'est sûr. Surtout que cette ligne-là, si on part sur ça, en réalité, elle n'existe pas, parce que si on doit déduire qui est vraiment guinéen, si on prend le cas de, par exemple, Sékou Touré, le premier président guinéen, même dans sa biographie, c'est écrit que son père, il est d'origine du Soudan. Donc, si on va vraiment sur cette ligne-là, de Guinée à 100%, on va pas s'en sortir. Comme je le dis souvent, être guinéen, c'est pas forcément une couleur de peau, c'est pas forcément un nom de famille, c'est plus un comportement. Il faut aimer la Guinée. Et moi, personnellement, j'aime la Guinée. Ma femme se moque souvent de moi, parce que la plus grande insulte qu'on puisse me faire, c'est me dire que je ne suis pas guinéen. Surtout quand je représente mon pays, notamment à travers l'équipe nationale. Et ça me révolte par moments, ça me frustre. Mais j'ai appris à l'accepter, j'ai appris à le gérer et à avancer tout simplement. Il y a toujours des gens qui vont te le rappeler. D'ailleurs, quand on va au Liban, en vacances, on nous le rappelle. On n'est jamais chez nous là-bas. On nous dit, vous les Africains. Quand on vient ici, par moment, on nous dit, oui, les Libanais. En fait, vous êtes entre deux chaises. Oui, mais moi j'estime qu'on est des citoyens du monde. Je suis né, j'ai grandi en Afrique, en Guinée. Je suis allé étudier au Canada. J'ai la culture aussi libanaise que je ne renie pas. C'est une richesse. Moi, par exemple, les frontières, c'est un truc qui me dit rien du tout. Absolument rien. Absolument rien. C'est une façon de nous diviser de toutes les façons. Donc, Et il y a un autre truc aussi, parce que tu parlais de la culture libanaise. Tout le monde est d'accord en Guinée que les Libanais, ils ont une manière de gérer l'argent. C'est un peu comme les Peuls, mais on va dire, c'est un peu similaire, mais un peu différent aussi. Ils sont forts pour gérer l'argent. Tu peux les voir créer une entreprise à partir de rien et réussir à faire quelque chose. En tout cas, tout ce qui est gestion d'argent, ils sont forts. C'est appris dès l'éducation ou comment c'est fait ? Je pense que c'est culturel. C'est avant tout culturel. Le Liban était un comptoir commercial. Les Libanais se sont exportés à travers le commerce. Je ne maîtrise pas trop l'histoire, mais je pense que c'est avant tout culturel et c'est inné. On parle des Peuls, on parle des Juifs, on parle des Djakanké. Chacun a ses spécialités. Mais une gestion particulière, c'est juste que le Libanais peut-être prend un peu plus de risques et un peu plus organisé, anticipe peut-être un peu mieux les choses. Mais après, je pense que le reste, c'est un peu des stéréotypes auxquels j'adhère pas forcément, quoi. Mais on vous l'apprend pas depuis l'enfance Si, surtout dans les grandes familles où les business se lèguent de génération en génération. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous irez à Dakar, par exemple, vous irez à Abidjan, vous trouverez des familles de Libanais qui sont là depuis 4-5 générations. Et c'est le même business qui ne fait que tourner et s'agrandir. Donc c'est plus culturel. En fait, c'est à force de voir tes parents gérer une entreprise, tu sais comment ça marche. Moi, personnellement, je ne viens pas de ce milieu-là. Parce que ma mère a une PME, donc elle a plus misé sur les études, elle m'a plus poussé à tracer mon propre chemin. Donc je ne pourrais pas trop t'aider sur ce plan-là, mais je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes, il y a beaucoup de choses vraies, mais il y a aussi des choses qui sont peut-être un peu exagérées. Ok. Et au niveau du parcours scolaire, toi, comment ça s'est passé ? Comme je t'ai dit, j'ai fait tout mon parcours scolaire, en tout cas jusqu'au lycée, ici, en Guinée, avec une petite parenthèse de 2 ans au Sénégal, quand j'étais au CP et au CE1 notamment. Et j'ai eu mon bac ici, au lycée Albert Camus, au lycée français Albert Camus. Je suis ensuite allé au Canada, où j'ai intégré l'université de Montréal, et puis HEC Montréal. Et je suis rentré en 2016. Pourquoi être allé étudier au Canada ? Tu penses que par rapport à ce que toi tu voulais faire, tu n'avais pas l'opportunité scolaire de l'apprendre ici ? Non, à vrai dire, on me l'a un peu imposé. Le destin me l'a un peu imposé dans le sens où ma mère avait entamé un dossier d'immigration. C'était quelque chose qui était un peu à la mode à l'époque et que sa propre famille aussi avait entamé depuis le Liban.
Donc, elle l'a entamé un peu comme ça, sans véritable objectif. Et j'ai eu la résidence au moment où j'ai eu le bac. Ok. Et donc, je me suis orienté vers le Canada, où ma sœur était déjà là-bas depuis, je crois, 2 ans. Et c'était un peu par défaut, mais au final, c'est un très très bon choix parce que c'est un pays qui m'a beaucoup apporté. Ok. Et tu as fait HEC. Ouais. C'est le top, ça, niveau école. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu as appris beaucoup de choses quand même qui t'ont permis Oui, d'avancer. j'ai tout ce qui est logistique d'ailleurs et qui m'a amené à... En fait, pour te résumer un peu, je suis venu ici pour faire un stage après mon bachelor. Ici en Guinée? Ici en Guinée. Et à l'époque, j'étais dans le domaine de l'économie. Et j'ai obtenu un stage à la Banque centrale ici, en Guinée. Et au bout de 2 semaines, je me suis dit, mais c'est pas du tout pour moi. Tout ce qui est économie, ça te donne une bonne base, mais c'est pas du tout pour moi. J'aime bouger, je peux pas rester derrière un bureau toute la journée, je vais être actif. Et on était à une époque où il y avait un boom minier ici, au début des années 2010, 2012, 2013. Et c'est quelque chose qui me passionnait. Parce qu'au-delà du foot, moi j'ai une autre passion, c'est tout ce qui est transformation, usine, ce genre de choses. Tu m'avais dit ça, t'aimes bien créer en fait. Exactement, le fait de créer et de combler un besoin. Et donc là, j'ai décidé de repartir au Canada pour 2 ans, pour changer totalement de direction, et c'est là où j'ai intégré HEC Montréal. Du coup, tu as tout recommencé en fait Tout recommencer, non, parce que pour moi, c'est une forme de continuité. Mais effectivement, oui, je suis allé dans un autre domaine. Ok. Et par rapport aux études que tu faisais, déjà, c'était comment les études en ce moment-là en Guinée? Parce que tu as fait le collège. J'ai fait le collège, j'ai fait le lycée, j'ai passé mon bac français. En termes de compétences, quand tu t'es retrouvé au Sénégal, tu trouves que tu avais un bon niveau ou... Bon, au Sénégal, j'étais petit, donc il n'y avait pas forcément une question de compétences ou de niveau. Mais c'est sûr que au niveau des classements des lycées, le lycée Jean Mermoz dans lequel j'étais à Dakar, il est plus reconnu que celui de Conakry. Ok. Et au Canada, tu étais dans la partie anglophone ou francophone? Francophone. Après, bon, Montréal est officiellement francophone, mais on a des quartiers anglophones, c'est mixte. D'avoir vu autre chose là-bas, tu penses que ça t'a apporté des choses en plus? Énormément, en tant qu'homme avant tout. Le fait de vivre seul, dans des conditions climatiques que je ne connaissais pas, le froid, et c'est pas le froid de Paris. Hein. Moi, c'est pour ça que j'irai jamais au Canada. Mon frère, il a vécu au Canada. Une fois, il m'a envoyé un snap. Il a ouvert son robinet. L'eau, ça sortait pas parce que c'était congelé le robinet. Moi, je pense que c'est un des pays où j'irai jamais. J'ai plein d'anecdotes comme ça à raconter au début. Quand je venais d'arriver et où je voulais faire le beau gosse, et je me suis retrouvé finalement à mettre des collants, à mettre des gants, même si c'était pas joli, mais parce qu'il faisait trop froid. Donc ça m'a forgé le fait de vivre seul. J'ai eu la chance d'avoir un ami que je salue au passage, Tcherno, qui était déjà là-bas, donc qui m'a rapidement intégré au milieu du travail, avec des petits jobs d'étudiant dans un centre d'appel, ce genre de choses. Donc ça m'a mis directement dans le bain. Et le fait d'être loin de la famille, ça m'a forgé aussi. Donc tu travailles pendant que tu étais étudiant en fait? Oui, j'ai commencé à travailler avant même de débuter les études, parce que je suis arrivé au mois de septembre, fin septembre, donc la session avait déjà commencé, donc je devais attendre janvier. Et vu que mes papiers me permettaient de travailler, j'ai commencé directement. Ok. Et comment ça s'est passé tes premiers pas dans le monde du travail après HEC? Après HEC, c'était compliqué. Non, il y a eu d'abord après mon bachelor. Ok. Après mon bachelor, j'ai intégré une société d'assurance et de placement de produits financiers. C'était très compliqué parce qu'il fallait avoir un réseau que j'avais pas forcément, il fallait vendre des assurances, et nous les Africains, on n'est pas trop adeptes des assurances. Donc j'étais payé à la commission. Exactement. Il y avait un petit salaire de base, mais donc il fallait cravacher. Donc je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément pour moi et qu'il fallait que je change d'orientation. Okay. C'est là où j'ai décidé d'utiliser mon dernier cours de mon bachelor, je l'ai transformé en stage. Donc j'ai voulu tester le pays, mais pas en mode vacances comme on dit. Okay. Quand tu dis le pays, tu parles de la Guinée? Okay. La Guinée, oui. Donc j'ai fait en sorte que mon stage se déroule après les vacances de décembre. Parce qu'en général, moi je venais ici les vacances en décembre et c'est très... Tu connais, ça s'amuse, ça sort,
Donc tu vois une facette du pays qui n'est pas forcément La réalité. la réalité. Donc je suis venu au mois de février et je voulais me rassurer que j'étais capable de vivre au quotidien en Guinée, loin du confort qu'on peut avoir en Occident. Et au bout de 3 mois, je me suis senti capable. Donc je suis rentré au Canada, j'ai fait ce que j'avais à faire à HEC, et je suis rentré 2 semaines après mon diplôme. C'est ce que je me suis demandé, moi, parce que quand tu es installé dans un pays comme le Canada, les États-Unis, la France, je sais pas, en tout cas des pays occidentaux, faut être fou un peu pour quitter ce confort-là et venir s'installer en Guinée. Je parlais avec beaucoup de gens, même hier, je parlais avec un ami à moi qui me disait, moi je pourrais venir vivre en Guinée normalement, mais ils n'ont jamais fait plus de 2 mois ou 6 mois en Guinée. Quand tu vis en Guinée, quand tu viens en vacances et quand tu es installé en Guinée, c'est pas la même chose. C'est totalement différent. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à te dire je vais rentrer en Guinée? Tu veux la vérité? Le premier jour où je suis arrivé au Canada, je savais que j'allais rentrer en Guinée. Et tout ce que j'ai fait pendant 8 ans était orienté vers la Guinée. Tout ce que j'ai fait. Le fait de revenir en vacances à chaque fois. Le fait d'acheter une voiture à la fin et de la ramener. Le fait de, professionnellement, de rester toujours connecté avec la Guinée. De suivre l'actualité. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait en Guinée qui t'attirait autant? Écoute, chaque pays, chaque environnement a ses bons et ses mauvais côtés. Mais personnellement, je ne me voyais pas vivre seul, faire du 9 à 5, ne pas connaître ses voisins, prendre les enfants à l'école, les ramener. Ce mode de vie-là, à l'occidental, ne m'a jamais attiré. Je préfère être en famille, être entouré, bouger, rencontrer du monde, s'entraider, dire bonjour à ton voisin, te promener dans le quartier, enfin toutes ces petites choses-là qui m'ont énormément manqué pendant 8 ans. Donc, mais je ne suis pas du genre à dire à tout le monde, oui, il faut rentrer au pays, c'est le moment, qu'est-ce que tu fais au Canada? Parce qu'en fait, c'est propre à chacun, en fait, en réalité, au caractère de chacun. Il y en a qui ont besoin de sécurité, il y en a qui aiment ce calme, cette vie ordonnée, il y en a qui aiment les prises de risques. Donc je pense que c'est un choix personnel. Et moi, personnellement, le choix de la Guinée, il était fait avant même de partir. En fait, moi, mon avis, c'est que la Guinée, c'est un pays de rêveurs. Si tu veux construire quelque chose de grand dans ta vie, tu auras plus d'opportunités de le faire en Guinée que dans un pays où tout est déjà fait. Ben oui, ici, les opportunités que j'ai eues, aujourd'hui, je représente mon pays, je suis au top du top en termes de football. Je ne peux pas viser plus haut. Mais je ne pense pas que j'aurais eu cette opportunité en restant au Canada. Pas là. Et vu que tu as passé beaucoup de temps à l'extérieur, quand tu es rentré en Guinée, comment tu as fait pour créer ton réseau? Ben déjà, il y a le réseau que j'ai depuis petit. J'ai eu des amis... 90% de mes amis, déjà, sont guinéens, avec lesquels j'ai grandi, mon cercle le plus proche, et qui viennent de milieux, on va dire, différents. Et on a toujours été du genre à se mélanger, à discuter avec les autres. Et moi, personnellement, tu peux me retrouver le matin, en tout cas quand j'étais plus jeune, tu peux me retrouver à jouer au foot dans la rue avec des gens du quartier, comme tu peux me retrouver avec quelqu'un de bien placé le soir. Et c'est ce que j'ai essayé d'entretenir au fur et à mesure. Mais c'est plus... voilà, en fait, ça s'est créé à partir de ton réseau avec lequel tu as grandi, quoi. C'est au fil des rencontres, un coup de pouce du destin. Je te raconterai un peu comment, peut-être mon histoire avec le Sili National, elle a débuté. Et tu comprendras mieux. Ok. Et ensuite, quand tu es rentré en Guinée, tes premiers pas dans le monde professionnel, c'était directement à UMS? Non. Tu as travaillé C'était très compliqué. En fait, oui, ma première expérience professionnelle, c'était à UMS. Mais c'était très compliqué. Comment ça s'est passé? J'ai passé 6 mois très difficiles. Parce que tu sais, tu arrives, tu es jeune, tu es au début de la vingtaine, tu as fini tes études, tu viens avec une fougue, une énergie. Oui, je veux travailler pour moi-même, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Ah, tu as testé l'entrepreneuriat aussi? J'ai essayé, j'ai voulu. Mais tu t'es confronté à des promesses, à des fausses promesses, d'amis de la famille qui te disent non, viens, rentre au pays, on va t'aider. Et quand tu arrives, t'as personne. Ouais. Ça, c'est un truc que je voulais raconter. Même moi, quand j'étais en France, en fait, quand tu es à l'étranger et que il y a toujours des gens qui te disent rentre en Guinée, c'est là-bas que ça marche. Mais en général, quand tu rentres, toutes ces personnes-là, ils te fuient après. Ils se disent le gars lui a fait des promesses, après ils disparaissent. Ben oui, parce qu'on te vend du rêve. Et ceux qui t'aident, c'est toujours d'autres gens que tu ne connaissais pas. Tu as des gens de ta génération qui vont te vendre le rêve parce qu'ils te donnent un semblant, enfin, ils projettent
un semblant d'autonomie, mais en réalité ils ne sont pas forcément autonomes. Donc toi tu plonges dedans, tu te dis mais moi aussi je veux être autonome, moi aussi je veux vivre la belle vie. Mais t'arrives, c'est une réalité qui est totalement différente. Comment gérer l'administration ici, comment gérer le monde professionnel qui est totalement différent de ce qui se passe en Europe ou au Canada. Et moi j'ai eu la chance d'avoir un ami, mon meilleur ami d'ailleurs, Baba Dabo, qui était rentré 6 mois avant moi. Et je me rappelle, c'est une petite anecdote que je te raconte comme ça en passant. Je me rappelle l'avoir appelé courant août 2016. Et je lui dis, écoute, je pense que je vais rentrer au Canada. Je pense que je ne suis pas encore prêt. Et là, il me dit, tu es en train de passer le cap des 6 mois. Dès que tu passeras le cap des 6 mois, tu verras, tu vas t'adapter, tu vas rencontrer du monde et ça va s'ouvrir. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Parce que UMS m'a contacté après avoir déposé mon CV, bien sûr. Et l'aventure, elle a commencé, fin 2016. Ouais, ce qu'il t'a dit, ton ami, c'est trop vrai. Hein. Bah oui. Parce que moi, j'ai connu ça aussi, mais bon, moi, ça n'a pas pris 6 mois, moi, ça a pris au moins 1 an. En fait, carrément, moi, ce que je faisais, vu que quand j'étais venu pour 2 semaines, donc j'avais un billet retour. Et en fait, tous les 2 mois, j'allais à la France, je repoussais mon billet. Je me disais, au moins, si je craque, j'ai déjà un billet pour repartir. Ça, tu vois, c'est un détail très important. Lorsque moi, je prends mon billet en février 2016, je prends un billet aller simple. C'est une façon de m'imposer le fait de ne pas revenir, en fait, tu comprends? Et je vends tout mes meubles, je vends ma voiture, je laisse rien, je garde rien au Canada. T'es obligé de te battre après. Ben oui. Je pense que c'était la meilleure solution parce que moi, comme je disais, vu que je repoussais tout le temps mon billet, je me disais toujours, si ça marche pas, je vais rentrer. T'as une branche à laquelle t'accrocher. Voilà, mais ton billet là, c'est 1 an. Ça veut dire quand les 1 an il passe, le billet il périme, tu peux plus l'utiliser. Et là, maintenant, t'es livré à toi-même. Ça veut dire c'est là que... C'est pour ça que je dis, après 1 an, c'est là vraiment que j'ai vu vraiment la vraie évolution. Et du coup, pour revenir sur le parcours du travail, après l'entrepreneuriat, ça n'a pas marché. Du coup, UMS, ils t'ont contacté directement? Ils m'ont contacté et j'ai commencé en tant que responsable transport. Ok. Ça consiste en quoi? C'était la gestion de toute la flotte de camions de UMS. Et je suis arrivé, honnêtement, je ne veux pas te dire que j'y connaissais rien, puisque je l'avais étudié. Ouais. Mais en pratique, je ne l'avais jamais pratiqué. Ouais. Et je suis arrivé un peu dans un monde de... Et à cette époque-là, UMS n'était pas une aussi grosse entreprise que maintenant. Parce que maintenant, dans le monde de la logistique, c'est les numéros 1. Si, c'était déjà... Il y avait déjà le projet de Bokeh qui était dans sa phase de démarrage, qui avait débuté depuis pratiquement 2 ans. Ok. C'était déjà une grosse entreprise. Ok. Et après, comment tu as évolué au sein de l'entreprise? Alors écoute, j'ai eu la chance d'avoir d'avoir 2-3 personnes qui m'ont beaucoup aidé. Notamment une qui s'appelle Tal, qui avait occupé le poste auparavant, donc qui avait énormément d'expérience et qui m'a accompagné notamment au niveau technique. Mais je me suis retrouvé en fait face à un dilemme. Enfin pas un dilemme, mais plusieurs difficultés. Tu arrives dans un milieu que tu connais pas, tu es jeté un peu comme ça dans la nature, tu maîtrises pas trop, tu dois faire tes preuves. Et le temps n'est pas en ta faveur parce que c'est un monde qui va très vite. C'est un milieu, c'est un domaine d'activité où tu n'as pas le temps de te reposer. C'est tous les jours, les chargements, les planifications. Là. Et donc, je me suis retrouvé dans un bureau, je me rappelle, où il n'y avait pas grand-chose. Donc, j'ai appelé chacun de mes collaborateurs. Oui, qu'est-ce que tu fais de ta journée? C'est quoi tes objectifs? Comment tu t'y prends? Quels sont les outils que tu as à ta disposition? Et c'est comme ça que j'ai pu obtenir, si tu veux... une image de ce qui se faisait. Et après, c'est comme ça que l'évolution s'est faite. C'est comme le vélo, hein. Tu te lances et puis... Après, t'apprends. Et il y a un truc, moi, que je me dis souvent, c'est que si tu veux gravir les échelons, que ce soit dans n'importe quel secteur, il faut essayer de côtoyer les gens qui ont réussi à le faire. Ça veut dire, moi, j'ai plein de proches qui ont réussi à gagner beaucoup d'argent, mais n'importe quelle personne que tu rencontreras, elle te dira jamais je suis venu la voir pour essayer d'avoir de l'argent ou quelque chose comme ça. Moi, j'essaie toujours de savoir comment eux ont fait pour réussir à le faire, pour que moi aussi je puisse m'en inspirer et faire la même chose à ma manière. Et toi, vu que tu es à UMS,
tu as la chance de passer du temps avec, par exemple, votre patron, Fadi Wazni, qui est l'un des plus grands entrepreneurs du pays. Tu dois avoir beaucoup de conseils de sa part, non? C'est comment à vrai dire, au début, j'avais pas de contact parce que j'étais pas en bas de l'échelle. Ouais, j'étais plus en bas de l'échelle. J'étais plus dans l'opérationnel. Je le suis toujours, mais moi, je pense que ton travail fera ta promotion en fait. C'est-à-dire que si tu travailles bien, on va t'approcher, on va justement te donner des conseils, on va te donner plus de moyens pour que tu puisses évoluer, etc. Donc moi au début j'étais pas forcément en contact. J'étais en contact avec le DG, avec le DEX et avec mon collègue Tal, qui m'ont beaucoup aidé au niveau technique, au niveau de la gestion des hommes. Bon, j'avais mes aptitudes parce que je suis quelqu'un qui sait approcher les gens, qui sait les gérer et tout. Mais par la suite, justement, quand j'ai commencé à produire des résultats, là, j'ai commencé à avoir quelques contacts avec le PDG. Et en fait, si tu es intelligent, tu n'as pas besoin que quelqu'un te donne des conseils, il suffit d'observer. Il suffit d'observer. Tu observes les personnes qui ont réussi. Et ces personnes-là ont aussi des échecs derrière elles. Tu essayes de t'en inspirer. Et puis tu fais ta propre marche. Parce que tous ces gens-là de qui on parle, c'est des gens, maintenant on voit leur réussite, mais avant il y a eu énormément d'échecs. C'est ça un peu le problème en Guinée. C'est que on voit les gens qui ont réussi, on les voit dans des belles voitures, on les voit dans Parce que lui, par exemple, pour son cas, j'ai appris qu'il a beaucoup galéré en Guinée. Énormément. Il a eu beaucoup d'échecs. Et aujourd'hui, il a démystifié un peu les mines en Guinée et il est ce qu'il est. Mais rien qu'avoir une discussion avec lui, tu dois apprendre beaucoup de choses, non? T'as même pas besoin d'avoir une discussion avec lui. T'as juste à l'écouter. Et c'est quelqu'un qui t'apprend beaucoup. De par son parcours, de par sa façon de réfléchir, d'agir, sa réactivité, sa proactivité. Tu te dis, oh waouh, je pensais que j'étais fort, mais en fait j'ai encore un... Ça te remet à ta place. Ah oui, direct. Il a toujours un coup d'avance. Il sait ce qui va arriver, il sait ce qu'il faut faire. Après, de temps en temps, nous en tant que subordonnés, on n'est pas toujours d'accord, mais tu suis le patron. Mais ton rôle, c'est de donner ton avis. Et c'est quelque chose qu'il accepte. Et ça fait partie des grands aussi. Il sait faire confiance à ses équipes. Oui, et puis il t'écoute, tu donnes ton avis. C'est la même chose avec le DG, avec j'ai beaucoup plus d'interaction. Mais je pense que c'est ça la force des grands hommes. Il faut parler, mais il faut aussi beaucoup écouter. Ok. Et c'est quelque chose que j'ai appris que je faisais pas trop avant. J'aimais parler, j'aimais imposer mon avis. Et là, de plus en plus, j'essaye d'écouter. Tu as pu l'apprendre là-bas. Ah oui. Et comment ça s'est passé, du coup, avec tes premiers pas avec le Sili National, vu que tu es membre du staff du Sili National aussi? Écoute, mon histoire avec le foot, déjà, c'est une passion. J'ai joué au niveau amateur. Okay. J'ai toujours eu ce rêve. Au Canada ou en Guinée? Au Canada. Et en rentrant, je m'étais dit que j'allais faire quelque chose dans le foot. Peut-être du bénévolat avec des jeunes dans le quartier, créer une petite équipe informelle, ce genre de choses-là. Et je te parlais du destin tout à l'heure. Je devais prendre mon billet d'avion pour rentrer en Guinée. Je crois que c'était un lundi. Je devais voyager un lundi. Et j'avais pas terminé de vendre mes meubles et ma voiture. Donc je me suis dit, bon, je repousse jusqu'à jeudi. Donc je repousse et je tombe dans l'avion sur, je sais pas si tu connais Dawala. Ouais, Dawala. Qui est le producteur de Watibé, etc. Donc on sympathise comme ça. Et il y avait le concert de Black M, son premier concert en Guinée. Et de là, on sympathise. Il voit que je suis guinéen, que je connais un peu le pays et tout. Donc il m'approche. Et à l'époque, il avait l'ambition de devenir l'équipementier de la Guinée à travers sa marque. Ok, il voulait sponsoriser. Exactement. Et il me dit, bon écoute, je te confie le dossier et j'aimerais que tu essayes de me trouver la place, quoi. Bon, à l'époque, je te cache pas que j'avais pas d'expérience. Je connaissais pas trop bien le pays, enfin je connaissais plus trop le pays comme je le connais aujourd'hui. Et de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, donc je rencontre quelqu'un, un ancien joueur que je connaissais pas, pour être honnête avec toi, qui s'appelle Edgar. Je le rencontre dans les couloirs d'un ministère et c'est lui qui me présente à Titi Camara. Ok. Et là, Titi Camara, on sympathise, je joue le rôle du petit frère, lui du grand frère, et je fréquente son académie, j'assiste aux entraînements, je vois les enfants grandir.
Et d'ailleurs, je le remercie au passage parce qu'il m'a donné l'opportunité de comprendre un peu comment ça fonctionne, quoi. Le monde du football. Et donc, de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, c'est comme ça que je me suis rapproché de l'équipe nationale. Et au finish, j'ai un ami qui est devenu vice-président du comité de normalisation, Sega Diallo, Ok. qui m'a approché connaissant mon métier. Que je connais bien aussi, d'ailleurs, on l'a invité dans une de nos émissions. Ben voilà. Et donc, connaissant le métier que j'avais dans la vie de tous les jours, il m'a dit, Mehdi, j'ai besoin de toi. Je veux qu'on professionnalise tout ce qui est logistique, intendance, etc. Et je veux que tu t'impliques. Et bien ça, c'était avant la CAN au Cameroun. Et à l'époque, j'avais trouvé que c'était trop précipité, je ne m'étais pas préparé. Je lui ai dit, écoute, faites la CAN au Cameroun. Et puis, comme on dit chez nous, Inch'Allah, on se voit après. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il m'a relancé après la CAN au Cameroun. J'ai pris bien entendu l'accord de mon patron qui m'a dit fonce, quand le pays t'appelle tu fonces. Et c'est comme ça que l'aventure elle a commencé. Ok, comment ça s'est passé après? Ça veut dire ta première compétition c'était la Coupe d'Afrique? Non, j'ai eu mon premier rassemblement c'était en juin 2022. Ok. On fait un stage au Maroc, puis on se déplace en Égypte. On joue le premier match de qualification pour la CAN, qu'on perd 1-0. Et on reçoit ici mon seul et dernier match joué en Guinée d'ailleurs contre le Malawi où on gagne 1-0 à la dernière minute avec un but de Naby Keita. Ok, ça c'était le premier match de Serhou Guirassy aussi, non? C'était le deuxième match. Il avait fait un premier rassemblement en mars, moi j'y étais pas encore, en Belgique, où ils avaient joué contre l'Afrique du Sud. Contre le Malawi, la Guinée avait gagné 1-0, c'est ça? 1-0, c'est ça. J'ai assisté à ce match, j'étais au stade. Et comment vous avez fait pour changer l'image du Sili national? Alors là, parce qu'avant, il y a 4 ans, le Sili national avait une mauvaise image. Les joueurs étaient beaucoup vus comme des superstars qui n'en faisaient qu'à leur tête. Et maintenant, on ne le ressent plus trop. On sent les joueurs proches de leur peuple. On a vu, comme je disais, par rapport à la dernière Coupe d'Afrique, la ferveur qu'il y a eu et tout. Et on a rarement ressenti ça de cette manière-là. C'est un sujet qui me touche beaucoup parce que ça touche déjà le pays. Et les gens, les mauvaises langues pourront dire ce qu'ils veulent. Mais je pense qu'on aura marqué quand même de notre empreinte cette équipe nationale. On aura apporté une contribution. Parce qu'effectivement, il fallait changer l'image. L'image, déjà, ça passe par un peu ce que toi tu fais. Tout ce qui est digital et tout ça. Mais il fallait changer l'image aussi par le fonctionnement. Il y a beaucoup de choses que le grand public ne voit pas. Comment organiser les voyages, comment organiser l'hôtel, la sécurité, l'intendance. Avant, on voyait, je te donne un détail, un exemple tout banal. Aux séances d'entraînement, on pouvait voir les joueurs qui étaient avec des vêtements différents. C'est pas normal. C'est l'image du pays. Tous ces petits détails-là, il fallait que ça soit géré de façon professionnelle. Et c'est ce qu'on a essayé d'apporter à tous les niveaux, que ce soit au niveau du coaching, au niveau de l'intendance, au niveau de la logistique, au niveau de la com. Aujourd'hui, c'est nous qui avons mis en place toutes ces photos avec l'arrivée des joueurs. Ça n'existait pas en Guinée. Pourtant, ça existait dans d'autres sélections. Vous avez relancé aussi les réseaux sociaux Les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les joueurs, ils sont tout excités quand ils arrivent en sélection. Pour te dire, il y en a même qui vont faire du shopping la veille pour être frais. Comme avec l'équipe de France et tout, on compare les tenues de chaque joueur qui vient. Et dès que ça arrive, ça harcèle le photographe, le vidéaste ou l'officier média pour dire où sont mes photos. Et pour moi, c'est le signe qu'on a quand même apporté. Et en interne, comment ça s'est passé la dernière Coupe d'Afrique? C'était éprouvant, mais magique. C'est quelque chose que j'ai jamais vécu et j'espère quand même le revivre. Mais c'était... on est passé par des moments très difficiles. Vous savez, le problème dans notre pays, c'est que on n'est jamais tranquille dans sa mission. Il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression. Il y a la pression du peuple qui est normale. Mais aussi, il y a la pression dans les coulisses, avec parfois des guerres d'intérêts, des guerres de placement, qui parfois sont injustifiées. Tu vois, j'estime que nous, on n'est pas là éternellement. On fera notre petit bonhomme de chemin, on apportera notre contribution, et puis d'autres viendront et essaieront de faire au moins mieux. Mais on est passé par beaucoup d'étapes, et on a connu un premier soulagement. Quand on est allé au camp, pour récupérer le drapeau, avec le président. C'est là où on a senti que l'aventure, elle commençait vraiment. Les mots qu'il a tenus, les exemples qu'il a cités, nous ont motivés. Et en fait, on est vraiment allé à la guerre à cette CAN.
Ok. On a fait ce qu'on a fait, on a rendu fier le peuple, nos familles, et on était fiers aussi de ce qu'on a accompli. Et on sait que c'est qu'une étape. Là, l'objectif, c'est d'aller en Coupe du Monde et au moins de faire une demi-finale de la CAN. Ok, donc le président de la République, en fait, il a contribué à créer cette cohésion, on va dire, cette motivation avec les joueurs. Oui, parce que à cette époque, il n'y avait plus de Connor. Donc il n'y avait plus de fédération en tant que telle. Tu comprends ? Donc on avait le sentiment d'être un peu livré à nous-mêmes. Et quand on est allé prendre le drapeau, on a senti que, voilà, il y avait un général de troupes qui était là et qui nous disait « Allez-y, on est derrière vous, allez-y ». Qui était devant le peuple aussi. Exactement. Et donc ça a été un plus. Ok. Je suis obligé de demander ça parce qu'actuellement, c'est un attaquant qui est en train de tout casser en Europe. Et en plus, c'est l'un des meilleurs joueurs d'Europe. Ouais. C'est comment de côtoyer l'un des joueurs les plus humbles en plus que moi j'ai vu de ma vie au quotidien, au Sélectionneur national, Serhou Guirassy en l'occurrence. Alors là, pour être humble, il est très humble. Ça, je le confirme. Mais c'est des mots de tête des fois. Mots de tête, c'est-à-dire? Non, je rigole, mais Serhou, c'est mon petit frère. Il fait partie de ceux que, bon, je ne vais pas dire lui, je ne l'ai pas accueilli en sélection, mais que j'ai beaucoup assisté parce que j'ai la chance d'avoir un peu la double culture, de connaître un peu ce qui se passe chez nous au Bled, de savoir un peu comment eux réfléchissent, des gens issus de la diaspora. Donc, naturellement, on s'est très vite rapprochés. Après, bon, Serhou, c'est quelqu'un de très pro, qui a un niveau d'exigence très élevé. Et je pense que c'est pour ça qu'il réussit. Je sais aussi qu'il aime beaucoup son pays. La preuve, il a même fait des investissements avant d'être en équipe nationale. Après, bon, il a son petit caractère. Il a des petits caprices et il en est conscient. Mais on l'aide à gommer un peu ça. Et puis, pour le moment, c'est le meilleur attaquant d'Afrique pour moi. Et comment ça s'est passé quand vous avez gravi en interne les différents échelons au niveau de la compétition et tout ça? Ça a dû être fou, non? Pour Serhou? Non, au niveau de l'équipe nationale, de l'équipe. Oui, parce qu'à chaque fois, ça tenait sur un fil. Quand on gagne contre l'Ouganda à la dernière minute, on perd au Botswana, on se dit, bon, est-ce que l'aventure va pas s'arrêter? Avec les buts de Bayo à la fin, ça c'était un match fou, ça. À la CAN, on arrive à la CAN. Par contre, à la CAN, on sent qu'on est prêt. On sent qu'on va faire quelque chose, on sent qu'il y a matière. Les gens ne le savent pas, mais on crée une bulle, on crée vraiment une famille. On crée vraiment un esprit de famille où des fois même ça s'embrouille, mais c'est fraternel. Et on se dit, c'est nous contre le monde. Et c'est ce qui nous a aidés à la CAN. La preuve, Bayo, tout le monde parlait de Serhou à ce moment-là. Malheureusement, il s'est blessé. Mais on l'a vu avec Bayo. Il a su tenir sa place. Il a su tenir sa place, il a su répondre présent. Et il nous fait la meilleure CAN. Ok. Et bon, on a fait la bulle, le Sélectionneur national, mais au-delà du Sélectionneur national, dans le football aussi, tu es assez proche du footballeur Paul Pogba. Et comment ça s'est passé, la connexion? Ben écoute, la connexion, elle s'est faite naturellement. J'ai connu d'abord sa mère à travers un ami au moment où j'organisais un match de gala qui n'a pas pu se tenir finalement à cause du Covid, qui s'appelait Un match, une cause. Et donc j'ai connu sa mère, et donc de fil en aiguille. Donc lorsqu'elle est venue, elle m'a demandé de les aider dans l'organisation, enfin dans son séjour, dans le déroulé de son séjour. Et c'est comme ça qu'on a tissé un lien tout naturellement. À l'époque, il était venu en Guinée? Exactement, il était venu en Guinée en 2022 aussi, je crois. 22, ouais, c'est ça. Juin 2022, je crois. Il était venu pour un match de gala organisé par Maki. Et ça lui a permis de revenir un peu vers ses origines. Et depuis, bon, la confiance s'est instaurée, l'amitié s'est créée. Et voilà, on est en contact. Il y a une ferveur de fou quand il est arrivé. Il a été accueilli comme un président presque. Le pays il a été bloqué pendant 2 jours. Pour te dire, on a mis, peut-être 3 heures pour allier l'hôtel Kaloum depuis l'aéroport. Ça a dû être dur à gérer, même niveau sécurité et tout. C'était très difficile. Bon, j'avais à mes côtés des gendarmes qui étaient quand même très bien formés, une unité spécialisée. Mais oui, c'était très difficile parce que Paul, ça reste Paul. Et l'engouement qu'il y a autour de lui, c'est parfois incontrôlable. Ok. Au final, ça va, l'événement, en plus, il a bien réussi et tout. Et après, vous avez continué à être en contact. Comment ça se passe? Il prévoit en plus des projets en Guinée?
Alors des projets, c'est peut-être un gros mot, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a de plus en plus l'envie de s'intéresser à son pays d'origine, de faire un peu d'humanitaire, de venir de temps en temps, d'appuyer certaines actions. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la Guinée et qui s'intéresse beaucoup à ce qui s'y passe, quoi. Ok. Et il est comment en vrai au quotidien quand tu le rencontres tous les jours? Très très simple. Je ne m'attendais pas à ça. C'est un peu la même chose avec Nabi d'ailleurs. Ok. En général, les grands joueurs, C'est les plus simples. c'est les plus simples. C'est les plus simples. Et Paul, c'est la même chose. On voit Paul à travers les médias, ce côté un peu folklorique, mais c'est quelqu'un de très simple, très casanier, famille, très respectueux. Et personnellement, avec moi, c'est beaucoup de respect. Beaucoup de respect. En général, c'est des gens qui ont beaucoup galéré avant leur parcours footballistique aussi, donc ils ont vu la vie en vrai Ben oui. avant de réussir. Ben oui. Sa mère a galéré, ses parents ont galéré pour qu'il puisse jouer au foot, donc Ok. ça reste. C'est quoi les plus grosses difficultés que tu as rencontrées en Guinée, toi? Déjà, la Guinée, parce qu'on n'en a pas assez parlé, Ouais, c'est vrai. la Guinée, c'est un pays qui est très difficile. Ben, il y en a deux particulièrement. La première, c'est que quand tu arrives un peu de l'Occident, tu arrives avec une forme de rigueur, avec le sens de l'organisation, on va dire. Et tu es parfois confronté à des façons de faire. Donc, d'un côté, tu ne peux pas forcément imposer ta façon de faire, parce que ça serait trop brutal, et donc au final, ça serait voué à l'échec. Mais d'un autre côté aussi, tu ne peux pas te laisser entraîner vers des méthodes auxquelles tu n'adhères pas. Donc trouver ce juste milieu-là, ça n'a pas toujours été facile. Et ça ne l'est pas forcément aujourd'hui. Mais on a appris à s'adapter et à faire avec. La deuxième chose, c'est ce dont on a parlé. C'est que le fait que certaines personnes te rappellent souvent à tes origines, c'est parfois un peu lassant où tu te dis, mais attends, pourquoi je vais continuer à me battre? Mais l'amour du pays est toujours plus fort. Ok. En plus, ça, c'est même pas que quand tu es d'origine libanaise, même quand tu es de la diaspora ou quand tu viens de l'extérieur. Les gens, en tout cas, quand ils savent que tu viens de l'extérieur, ils essaient toujours de t'escroquer ou de penser que tu connais pas en vrai. Par exemple, je dis un truc tout bête. Genre, tu vas prendre un taxi moto. Si le prix c'est 10 000, par exemple, pour aller en ville, lui va te dire 20 000 ou 25 000 en pensant que tu connais pas, tu vois. À la fin, ça doit être. Ça casse la tête. Oui, mais il faut le prendre avec dérision, tu vois, un peu à la rigolade. Quand il te dit ça, tu lui sors un ou deux mots en langue locale et puis c'est fini. Et il comprend direct que tu es de là et s'il t'a demandé 10 000, il va t'en demander 5. Donc il faut le prendre un peu comme ça à la rigolade. Parce que si tu cales sur ce genre de détails, ben t'en finis pas. Ce sera tous les jours, t'en auras 10 comme ça. Ok. Après, c'est comme ça que tu as fait pour t'adapter rapidement en Guinée? Moi, j'ai pas forcément eu à m'adapter par rapport à cet aspect-là parce que, comme je t'ai dit, j'ai jamais déconnecté de la Guinée. Je suis né, j'ai grandi, j'ai fréquenté tous les milieux ici. Donc, c'est quelque chose qui est presque en moi. Donc, j'ai pas eu vraiment à m'adapter. Mais c'est vrai qu'au niveau professionnel, je suis arrivé, j'avais une rigueur, je veux que ça soit carré, même au niveau de l'équipe nationale. Au début, on me comprenait pas. D'ailleurs, je le disais même à ces gars quand on s'est entendu pour se lancer dans cette aventure. Je disais, écoute, j'ai peur d'une chose. Il me dit quoi? J'ai dit, j'ai peur que ma rigueur ne colle pas avec certaines personnes ou avec certaines habitudes. Il m'a dit, ben justement, c'est à nous, les jeunes, de changer les choses. Ça ne veut pas dire que nous, on est bons, les autres sont mauvais, non. Mais il faut trouver un juste milieu. Ok. Avec tout ce que tu fais là, je me dis, je sais pas quand tu as le temps de faire autre chose et tout, comment tu arrives à gérer avec ta vie de famille en même temps? En ce qui concerne la vie de famille, c'est pas facile. Surtout avec mon poste de team manager avec l'équipe nationale où c'est beaucoup de téléphones. On pense que c'est juste les rassemblements, où on vient, on est avec l'équipe, on a le polo, mais il y a beaucoup de travail qui est fait en amont et ça me prend beaucoup de temps. Donc il y a eu des moments où c'était difficile. Il a fallu faire comprendre ça à madame. Dieu merci, elle l'a compris. C'était pas facile et je la comprends et je la remercie d'ailleurs parce qu'elle me soutient énormément dans cette aventure. Mais tout est une question d'organisation. Il faut trouver un moment pour tout. Il y a un moment où tu vas être en famille, il y a un moment où tu seras au travail, il y a un moment où tu vivras ta passion. Et tu arrives à faire la part des choses, tu ramènes pas le travail à la maison aussi? Si, quand même. C'est un peu obligé, mais j'essaie de m'imposer par exemple des horaires. À partir d'une certaine heure, j'essaie d'arrêter le téléphone. C'est difficile, j'essaie de le faire.
Là, par exemple, j'ai fait entre guillemets le sacrifice de ne pas aller aux Jeux Olympiques pour pouvoir passer des vacances avec la famille. On s'adapte. Et avec ce que tu viens de dire, du coup, tu penses que c'est mieux d'avoir une femme qui t'accompagne dans ton activité, ou pas forcément, même si elle ne travaille pas avec toi, mais en tout cas qui t'accompagne, ou tu penses que c'est mieux d'être seul? Parce que quand tu es seul, tu n'as pas tous ces casse-têtes. Non. En fait, tu peux rien faire, en tout cas en tant qu'homme marié, je pense, si ta femme, elle ne t'accompagne pas d'une manière ou d'une autre. Après, toutes les femmes n'accompagnent pas de la même manière. Il y en a qui sont plus présentes, qui sont plus dans la discussion. Je connais des femmes aussi qui, entre guillemets, laissent un peu plus de liberté pour que tu puisses vivre ta vie en quelque sorte. Mais je pense qu'il faut le soutien d'une femme. Sinon, tu peux pas. J'ai écouté un podcast il y a quelques jours, 3-4 jours, et c'est un entrepreneur, il disait qu'en gros, si tu veux avancer vite dans l'entrepreneuriat, il faut avoir une femme qui est à côté de toi et pas derrière toi. Exactement. En gros, derrière toi, c'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va être là pour gérer tes tâches ménagères et tout, mais qui va être vraiment à côté de toi, t'accompagner dans ta vie. Oui, comme je le disais, il y a plusieurs façons d'accompagner. Moi, ma femme, quand je veux me lamenter, elle m'écoute. Elle est là pour m'écouter, je me défoule, elle me donne son avis. Après, en tant qu'homme responsable, je prends mes décisions. Mais si tu n'avais pas ça, ça aurait été plus dur. Oui, parce que tu allais te retrouver livré à toi-même. C'est plus facile de faire confiance à sa femme que de faire confiance à quelqu'un avec qui tu travailles, par exemple. C'est logique. Du coup, avec toute l'expérience toi, que tu as pu acquérir à travers les années, tout ton parcours, le Canada, le style national, la logistique, UMS, s'il y a des choses que tu devrais faire différemment, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment dans ton parcours? Pas spécialement. Il y a peut-être des choses au début, quand je suis rentré, pour lesquelles j'aurais un peu plus poussé. J'aurais mis peut-être un peu plus de volonté ou un peu plus de comment dire ça, d'énergie. Mais en soi, non. Parce que dans chaque expérience, il y a quelque chose à tirer. Ok. En fait, tes erreurs, c'est des expériences, quoi. Exactement. Il y a eu des moments où j'ai voulu tout plaquer et me dire, mais non, c'est pas fait pour moi, ça. Mais au final, je suis content du début de mon parcours, j'insiste là-dessus, pour que ceux qui nous écoutent le sachent. J'ai pas la prétention d'avoir accompli... j'ai un parcours original, par contre, je pense. Mais j'ai encore beaucoup de choses à accomplir. J'en suis qu'au début. Ok. Du coup, c'est quoi l'avenir pour toi? Déjà, la société dans laquelle je suis totalement épanoui. Ça serait peut-être de gravir encore les échelons. Au niveau du foot, je pense qu'au niveau national, au niveau de l'équipe nationale, j'ai atteint... Tu peux pas aller plus haut en vrai? Non. À moins d'être sélectionneur. Non, je suis pas fait pour ça. Mais au niveau administratif, tout ça, au niveau de la gestion, team manager, je pense qu'il n'y a pas plus haut. En tout cas au niveau du staff. Mais j'aimerais bien un jour avoir une académie. Ok. Le fait de former, le fait d'offrir des opportunités à des jeunes qui n'en ont pas forcément, le fait de construire, le fait de créer des souvenirs, ça m'attire. Ok. Toi, tu vois comment l'évolution de la Guinée depuis que tu es là? Tu penses que le pays il évolue quand même? Bien sûr que le pays évolue. On s'en rend pas compte parce qu'on a un peu la tête dans le guidon comme ça, on est au quotidien, mais il y a des immeubles qui poussent de partout, il y a des commerces qui se créent. Après, c'est sûr qu'il y a des périodes plus difficiles que d'autres et que c'est, comment dire ça, c'est la vie d'une nation qui veut ça. Mais pour moi, la Guinée a évolué. Depuis 10-15 ans, la Guinée a évolué. Ok. Mais il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Okay. Et c'est à nous, justement, pardon, je te coupe, c'est à nous, jeunes, de faire en sorte que ça change. C'est clair. Et il y a beaucoup de jeunes, par exemple, parce que moi, en plus, mon audience, elle est surtout tournée vers la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes qui écoutent ce podcast, qui aimeraient, pour certains, rentrer en Guinée, d'autres qui sont en Guinée, qui aimeraient accomplir beaucoup de choses aussi dans leur vie. C'est quoi, toi, le conseil que tu pourrais leur donner pour qu'ils arrivent à leur fin? À ceux qui vivent encore à l'extérieur? Un peu de tout, quoi. Les jeunes en général qui aimeraient accomplir quelque chose dans leur vie. En fait, il faut... déjà, pour ceux qui vivent à l'extérieur, il faudrait accepter de sacrifier un certain confort qu'on n'a pas forcément ici. Ça, c'est la première chose. Et il faut être forgé mentalement. Si tu n'es pas forgé mentalement, tu n'as rien à faire en Guinée.
Parce que tu as des épreuves tous les jours. Tous les jours, tu as des épreuves qui peuvent te décourager assez facilement. Maintenant, de façon générale, il faut de la persévérance. Il faut aussi être bien entouré. C'est un truc qu'on oublie souvent, mais si tu as 1, 2, 3 bons amis qui sont à côté, qui te donnent les bons conseils, ben ça te permet justement de surmonter tous les obstacles. Après, au-delà de ça, il faut avoir des convictions. Il faut sortir des clivages qu'on nous a imposés. Je remets souvent en question la génération de nos parents et peut-être même de nos grands-parents, mais surtout de nos parents. Ils nous ont légué de bonnes choses, mais ils ne nous ont pas légué que des bonnes choses dans ce pays. Tu comprends ? Ben, c'est essayer de se démarquer de ça, qu'on puisse, nous, créer notre propre chemin. S'unir, se donner de la force. Aujourd'hui, je vois, il y a beaucoup de concurrence entre les jeunes, alors que dans d'autres pays, en Afrique, même à côté, même au Sénégal, en Côte d'Ivoire, tu vois que les jeunes, ils s'unissent, ils se donnent la main, ça se donne la force. Ici, je le vois moins, pour ne pas dire pas du tout. Et ça, pour moi, c'est dommageable. Ok. Top, j'ai une question. Moi, toi, par exemple, ta femme, tu l'as rencontrée en Guinée ou c'était au Canada ? Non, je l'ai rencontrée en Guinée. En fait, nos familles se connaissaient un peu, enfin se connaissaient depuis très longtemps, mais on n'était pas forcément destinés à se marier, quoi. C'était pas un mariage arrangé du tout. Ok. Mais c'est... Elle était déjà installée en Guinée ? Elle était rentrée s'installer en Guinée. Et elle n'a pas senti la différence, parce qu'en général, c'est encore plus dur pour les femmes que pour les hommes de s'installer en Guinée. Si, mais après, tu sais, le plus important, c'est avec qui tu te retrouves, plutôt que l'endroit. C'est ton environnement, en fait, les gens avec qui tu es. Tu peux être dans un endroit, excuse-moi du terme, mais merdique, mais si tu es avec les bonnes personnes, tu es content. C'est vrai. En tout cas, merci d'être venu dans ce podcast. Je sais que ton parcours, il va servir à inspirer beaucoup de gens. Et on se dit à bientôt. Merci à toi. Merci de m'avoir reçu. Ce contenu est produit par Starter Productions. Bonjour, permettez-moi de prendre un instant pour aborder un sujet crucial. Je suis Bassekou Djabi, le fondateur de Starter Productions, une société spécialisée dans la production audiovisuelle, dévouée à amplifier votre communication. Que vous soyez une entreprise en quête de nouveaux clients ou une institution désireuse de promouvoir ses activités, nous sommes là pour vous accompagner. Si vous aspirez à aller plus loin, notre équipe de Shams Communication peut concevoir une stratégie sur mesure pour accroître votre visibilité et propulser vos activités. Enfin, pour immortaliser vos moments personnels mémorables tels que les mariages, Starter Events est à votre service. N'hésitez pas à nous contacter sur l'un de nos divers réseaux sociaux ou via WhatsApp au numéro suivant, le 00 224 627 94 25 59. Le 00 224 627 94 25 59.